Bonjour, Cécile Ramcourt, maman de Lisa et aussi enseignante à Conflans-Sainte-Honorine en physique-chimie. Oui, c'est suite à une équipe éducative qui a eu lieu au mois d'octobre où la psychologue de Lisa, qui est Madame Bidal, était présente, où on a pu adapter donc la scolarité de Lisa pour justement éviter qu'elle ne décroche et éviter qu'elle ne s'ennuie. Donc c'est un petit peu ce que je vais expliquer quand la recherche de virus sera terminée. Et voilà. Et donc le travail qui a été fait en commun avec le principal du collège, Monsieur Boron, et l'équipe éducative aussi, les difficultés de cette mise en place et les innovations aussi qui ont été trouvées, parce que voilà, on a travaillé avec pas grand chose sur une création justement que Monsieur Boron expliquera pour faire en sorte que Lisa se sente bien dans sa première année de collège. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, il va y avoir un croisement de regard en tant que maman, bien sûr, mais aussi je ne peux pas enlever le fait que je sois enseignante aussi de collège. Et les différentes réflexions que me fait Lisa tous les jours le soir en rentrant ont forcément impacté à la fois mon regard sur mes autres élèves et aussi sur ma façon d'enseigner. Donc au niveau du PowerPoint, pour montrer un petit peu la créativité de Lisa, je porte aujourd'hui un bijou que j'ai remis en fond d'écran sur le PowerPoint, qui m'a permis de montrer cette créativité et de l'utiliser. Donc Lisa, quand elle est rentrée en 6e, elle a 11 ans, donc il n'y a jamais eu de saut de classe. Et lors de sa première journée, quand elle est revenue à la maison, elle m'a dit maman, je sais pourquoi t'es prof et je sais pourquoi les profs aiment être profs. Alors, je lui ai dit ah bon, pourquoi? Et j'ai voulu remettre cette petite citation qui cadre très bien, c'est-à-dire elle m'a dit ils aiment vraiment s'entendre parler, ils aiment s'écouter. Et je me suis dit, oui, moi souvent quand je suis en classe, je parle, je trouve que c'est bien ce que je dis. Et finalement, est-ce que ça intéresse vraiment les élèves? J'espère, le plus souvent possible. Mais voilà, donc avec Lisa, je suis toujours dans le questionnement, parce qu'elle a vraiment cet esprit, cet esprit critique. Deuxième petit exemple, pour un petit peu la caractériser, cette fois-ci, elle est revenue, mais vraiment agacée, en me disant « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». J'ai eu 5 heures avec 5 profs différents, et à chaque fois, c'était et les méthodes, et comment apprendre la leçon, et comment écrire, et comment faire signer les contrôles. Et puis, ils étaient tous différents. Elle fait « comment veux-tu, en une journée, que j'apprenne et leur méthode de travail, et la façon de travailler ?» Elle fait « je peux te dire, hein, j'ai rien retenu. » À croire qu'ils n'avaient pas préparé leur cours après les vacances. Je lui ai expliqué que moi je fonctionnais de la même façon, que c'était important la méthodologie, mais elle m'a dit mais pas au premier cours. Au premier cours, on a envie de savoir ce que c'est la matière, mais pas comment il faut apprendre. Elle fait on a tout de suite plus envie de venir. Donc je me suis dit, je le note dans un petit coin, c'est sûr, l'année prochaine, je change mon premier cours, parce que j'ai envie que les élèves viennent avec plaisir en sciences physiques. Donc voilà, à chaque fois, c'est je relis ton évaluation, mais là, si tu veux que tes élèves répondent ça, c'est pas possible. Ta question, elle est mal posée. Donc voilà, donc c'est l'apport que Lisa me donne tous les jours, tous les soirs à la maison. Sinon, au niveau de sa scolarité, j'ai noté une scolarité idéale. C'est une enfant qui n'a pas de troubles associés, qui a toujours été très respectueuse, très sérieuse, avec beaucoup de copains, beaucoup de copines, invitées aux anniversaires, des notes excellentes.
à aider les autres. Donc, pour moi, en tant qu'enseignante, très fière, très contente. Et je me disais, ben, voilà, tout va bien, il n'y a aucun souci. Et pourtant, en CM2, on a été amené à voir donc une psychologue sur un fait qui n'avait strictement rien à voir avec sa scolarité. Et le travail avançait très rapidement, si bien qu'à un moment donné, donc Madame Vidal m'a proposé de passer des tests psychométriques. Ce que j'ai d'abord refusé en disant voilà, je travaille dans un collège, on est en plus, il y a en plus une ULIS de type 4, donc avec handicap psychomoteur, donc une unité d'inclusion scolaire, donc on travaille beaucoup justement avec des ergothérapeutes, des psychologues. J'ai été formée justement aux différentes dyslexies, dyspraxies, donc je me suis dit non, c'est pas possible que je sois passée à côté de ça pendant toutes ces années. Donc Lisa, elle, très doucement, avec beaucoup de diplomatie et de tactique, a entrepris un petit travail en me disant tu sais maman, je me sens quand même différente, je me sens souvent un petit peu seule, je comprends pas vraiment les camarades, je comprends pas vraiment leur jeu, j'ai quand même voilà, un questionnement qui me permettrait d'avancer si j'avais des réponses. Et donc on a réalisé les tests et là ça a été pour moi un choc. C'est même encore compliqué de le parler devant vous parce que j'étais vraiment anéantie, une grande incompréhension. Lisa était à un très haut potentiel dans tous les domaines. Et ça a... je vais pas pleurer. Mais bon, c'est vrai que la différence entre ce que moi je pensais apporter à mon enfant, mon écoute, ma disponibilité, et ce que m'a montré Madame Vidal au moment du retour du test, où elle s'est vraiment adaptée à ce que moi j'avais envie qu'elle soit, à ce que les enseignants avaient envie qu'elle soit, à ce que ces professeurs de musique, de gymnastique. Ça a été très compliqué à entendre et il a vraiment fallu me déculpabiliser. Et puis m'expliquer que justement, voilà, j'étais très fière d'elle, je continue à être extrêmement fière d'elle, mais qu'elle avait été heureuse, qu'elle pouvait être heureuse et que ce haut potentiel n'était pas un handicap, mais justement c'était un véritable atout. Donc, et pour moi qui ai beaucoup lu, justement, monsieur l'inspecteur parlait des différents BO, etc. Donc, je suis quelqu'un qui, pour savoir, lit beaucoup, à l'inverse de Lisa, qui, elle, quand elle sent les choses, elle ressent les choses et elle les sait. Elle les sait pour toute la vie. Donc, moi, je fonctionne un petit peu différemment. Et pour moi, un enfant EIP, c'était un enfant qui avait des connaissances encyclopédiques, qui se posait des questions sur l'univers, etc. Et Lisa n'a jamais été ce type d'enfant qui voulait montrer qu'elle savait, qui voulait montrer qu'elle connaît des choses. Donc voilà, je tiens aussi à attirer votre attention sur le fait que parfois il y a des enfants, sûrement plus les filles que les garçons, qui voilà, qui ne montrent pas, qui cachent, qui font qu'elle elle est restée vraiment dans la norme. Jusqu'en CM2, ça a été, voilà, elle faisait vraiment tout ce qu'on attendait d'elle. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai aussi eu quand même un retour sur certains faits, notamment parler de la maternelle. Et Lisa, sa première journée de maternelle, ça a été une catastrophe parce qu'elle est rentrée en maternelle très contente. Mais quand je suis allée la chercher, la maîtresse m'a dit « Je n'ai jamais eu une enfant comme Lisa ». Elle n'a pas pleuré parce qu'elle était triste, mais elle était en colère. On a été à deux à la maîtriser. Elle a donné des coups de pied dans le ventre de la tsem. On a dû lui retirer ses chaussures pour ne pas qu'elle se sauve de l'école. Donc, elle a quand même fini par aller dans la cour sans chaussures, d'ailleurs, pour être avec les autres. Mais elle m'a dit, ça n'est pas possible. Lisa ne veut pas rester dans l'école. Donc, on a dû faire des adaptations. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, ben voilà, c'est quand même un petit peu du temps perdu parce que voilà, pendant toutes ces années, ben, elle n'a pas vraiment été elle-même. Cette année, donc à l'entrée en 6e, on avait les tests. Quoi faire? Cette entrée en 6e, bah, de nouveau Lisa s'est adaptée.
je me suis dit, bah, ça va pas si mal que ça, hein. Ces notes sont excellentes dans tous les domaines, hein, plus de 19 de moyenne, quels que soient les cours, hein, mathématiques, français, PS, musique, quel que soit. Donc je me suis dit, bah, tout va bien. Et là, je suis retournée voir Madame Vidal qui m'a dit, donc j'ai mis la phrase parce qu'elle est vraiment restée dans ma tête, hein. Elle a des bombes dans son cartable et si vous avez des doutes, c'est pas les enseignants qui vont l'aider. Il faut vraiment agir, réagir tout de suite et agir de toute urgence. Parce que c'est vrai que Lisa a des difficultés, notamment d'endormissement, et comme l'a dit une maman, ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Lisa dit mon cerveau, il n'y a jamais de silence, il est toujours en action, et il fonctionne toujours, et c'est compliqué de gérer. Voilà, de gérer ce cerveau qui est tout le temps en ébullition et à la fois l'ennui qu'il va y avoir dans certains cours, notamment pour Lisa dans les cours de mathématiques. Donc le travail justement que M. Bourron va vous présenter après, ça a été tout le travail au niveau de l'équipe éducative, avec une explication nécessaire, notamment Madame Vidal, quand elle est venue, le professeur de français lui a dit mais Lisa est toujours la dernière à finir ses devoirs et en plus son orthographe n'est quand même pas parfaite. Et voilà, elle a dû expliquer que Lisa était une enfant très perfectionniste. Si on lui donnait 3 heures pour faire une rédaction, elle prendrait 3 heures. Si on lui en donnait 12, elle prendrait 12 heures, etc. Et pour elle n'a jamais terminé un devoir. Il lui arrive parfois, notamment en histoire géo, elle aime bien, pour comprendre le sens global, parce qu'elle n'a pas compris le sens global qu'elle va apprendre pour toute la vie, de refaire jusqu'à minuit, 1h du matin, ses cours d'histoire géo. Notamment, c'est ce qui est arrivé sur la Rome, oh, je sais plus quoi, la Grèce antique ou la Rome antique. Sur la Grèce antique. Au niveau de ce qu'on a dit, c'est qu'en tant qu'enseignante, j'ai été extrêmement frileuse aussi pour aller voir l'équipe pédagogique de ma fille parce que je voulais pas justement être l'enseignante entre guillemets qui se la joue en disant bah, moi je sais, ma fille voilà, elle a été dépistée et puis il faut faire telle ou telle adaptation. Les adaptations, c'est difficile, c'est pas évident. Je sais que parfois on a énormément d'enfants. Pour Lisa, ces adaptations n'ont pas été très chronophages parce que elle a vraiment besoin de faire plusieurs choses en même temps. Pour écouter, pour avoir une écoute active, justement, elle écrit souvent dans un petit carnet. Alors ça peut être des dessins, ça peut être des romans, mais ça peut être aussi, une fois elle m'a dit, j'étais très en colère, j'ai griffonné la feuille à hauteur de ma colère et de mon ennui. Donc parfois elle revient avec des pages complètement crayonnées, complètement noires. C'est vrai que les exposés sont une manière de combler son ennui, des exercices, mais des exercices justement sous forme de défis. Et pour nous, le week-end, c'est souvent des visites, des expositions, du théâtre. Donc essayer de combler un petit peu cette envie d'aller un petit peu plus loin. Et elle a aussi un besoin qui est immense de décompresser. Alors la décompression, elle a un papa qui adore faire la bagarre et dès que ça va pas, voilà, c'est je joue et j'essaye d'enlever ce trop-plein notamment ce trop-plein de sensibilité et cette envie de bouger en permanence. Tout à l'heure, j'ai parlé de modification de mon enseignement grâce à Lisa, et ça, je pense que c'est quelque chose, monsieur, vous en avez parlé. Donc, je suis enseignante de physique-chimie de la 5e à la 3e, et j'ai mis en place progressivement, en plus de tout ce qu'on nous demande de faire, comme les tâches complexes, comme la résolution de problèmes, etc., des ateliers. Donc, au fond de ma classe, j'ai un atelier, donc, ce que j'appelle un coin des artistes. Donc, quand les élèves ont terminé une activité, donc certains peuvent aller travailler sur la créativité. Donc, ça peut être en 5e, on a fait un atelier à la façon, par exemple, d'André Kertész, où ils ont refait des photographies pour
pour expliquer ce qu'étaient des lentilles convergentes. Il y a un atelier casse-tête, parce qu'ils adorent les casse-têtes, quels que soient les élèves, parce que ces adaptations sont vraies pour les enfants à haut potentiel, mais elles sont vraiment valables pour tous les autres enfants. J'ai un petit coin énigme, j'ai un petit coin aussi avec des livres scientifiques où ils peuvent faire des exposés. Donc, et c'est vrai que parfois je prends du recul et je me dis dans la classe, ça n'est plus comme il y a 5 ou 6 ans où je pensais quand je parlais qu'il y avait le silence, c'est que tout le monde m'écoutait, était attentif. Là, c'est souvent une joyeuse pagaille, mais finalement, voilà, les élèves sortent beaucoup plus avec le sourire. Et ça, je remercie vraiment, voilà, vraiment Lisa qui a permis de me faire évoluer, notamment dans ma tête en me disant, voilà, silence ne peut pas forcément dire écoute active et plaisir. Au niveau, donc pour terminer, pour pas être trop longue justement, ce qui est important actuellement pour Lisa, c'est le fait d'avoir été entendu, qu'on ait entendu, que l'équipe pédagogique ait entendu sa différence. Et en tant que EIP et aussi fille, parce que je pense qu'il y a quand même une petite différence d'approche entre les filles et les garçons, ces adaptations, personne ne pourra les faire mieux qu'elle-même. Et actuellement, elle est libre de choisir sa façon d'apprendre. Elle ne souhaite pas du tout faire un saut de classe. Pourtant, moi je vois quand de temps en temps elle teste mes activités, elle est actuellement en 6e, elle fait très bien les activités de 3e sans aucun souci. En CM2, en fin de CM2, elle a fait le brevet des collèges de mathématiques, il n'y avait pas de problème. Mais il n'empêche qu'elle préfère approfondir, elle a des amis dans la classe avec qui elle souhaite continuer. Elle apprend actuellement l'espagnol parce que ses cousines sont en Espagne, elle veut pas que elle reste des étrangères pour elle. Donc voilà, c'est des petites choses qu'elle fait en plus dans son parcours, mais voilà, pour l'instant, elle se sent très bien dans sa classe d'âge, dans son collège, et ça, je trouve ça extrêmement important comme voilà, comme témoignage de dire on arrive avec des moyens qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas forcément très chronophages, à faire voilà, qu'elle puisse s'épanouir. Merci, Madame Amcourt. Je disais tout à l'heure, les collègues qui avaient inscrit sur leur diaporama, notre belle aventure a commencé il y a 10 ans. Nous, c'est il y a quelques mois. Donc, l'idée, c'est de partager avec vous un peu nos tâtonnements et nos réflexions. Alors, le collège est situé dans l'agglomération de Cergy, mais c'est une petite structure, 420 élèves. Ça, c'est important, avec une circulation de l'information qui est directe et facile entre tous les partenaires. La communauté éducative reste assez soudée. Vous le voyez, le fait que je sois là avec l'élève à côté de moi et Madame Ramcourt, on fonctionne dans un souci de transparence. C'est-à-dire qu'on peut aborder toutes les questions. Après, ça peut être oui, non, on a des moyens, pas de moyens, mais on essaie d'en discuter sur tous les sujets. L'établissement, bien sûr, est considéré comme privilégié. Donc, il y a une infirmière à mi-temps, pas de médecin scolaire depuis plusieurs années, pas d'assistante sociale. Donc il n'y a, pour rejoindre M. Fontaine là, tout à l'heure, tout ce que l'on fait ici, on le fait sans moyens, pourtant on arrive à le démarrer, à le faire. Alors, l'axe du projet d'établissement, c'est juste, vous pouvez avancer voilà, sur le nouveau projet d'établissement, dans un collège qui fait plus de entre 90 à 95% de résultats au brevet. 60% d'élèves qui sortent avec une mention. La plupart des élèves qui vont en seconde GT, l'idée, quand je suis arrivé, que j'ai discuté avec les enseignants et les parents d'élèves, a été de personnaliser les parcours, surtout dans l'axe 3 aussi, et le soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'eux pouvaient être vite étouffés par la pression scolaire qui existe dans l'établissement. Et la réussite aussi d'un grand nombre d'élèves, donc ceux qui ne réussissent pas se retrouvent rapidement en difficulté. Donc ça, c'est un axe, l'axe 3, où on adapte l'offre éducative, on informe et on forme les équipes et les parents, et on fait mieux circuler les informations essentielles. Il y a 1 heure de la dotation de l'établissement
qui va à un professeur coordinateur des PAI, par exemple. Ça lui permet de recevoir les familles, de formaliser les documents et d'échanger ensuite avec ses collègues en disant voilà ce que ressentent les parents au niveau pédagogique, en disant il y a des difficultés sur ces points-là, ces points-là. Donc voilà ce que nous faisons depuis 2 ans. Il y a l'idée aussi de parcours et de formaliser tous ces dispositifs, c'est-à-dire de rédiger des documents, que l'on puisse ensuite les retrouver dans le dossier de l'élève et qu'on puisse les partager. Ça n'existait pas. Alors, les EIP au collège, l'état des lieux. Il y avait une question tout à l'heure dans la salle. Moi, j'ai été sensibilisé à cette question il y a une quinzaine d'années, puisque j'enseignais en début de ma carrière au collège du Cèdre au Vésinet, dans des classes d'enfants précoces. Donc, quand je suis arrivé en 2011 dans l'établissement, j'ai posé la question à l'infirmière, que se passe-t-il ici au niveau des précoces, puisqu'elle elle intervient aussi au niveau du primaire. Elle me dit, rien, il n'y a aucune remontée. Alors les remontées, les premières listes d'élèves et les premiers conseils de classe, ce sont des élèves qui ont 1 an d'avance. On en a sur tous les niveaux, mais ce sont des élèves, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, qui ne posent aucun problème. 1 an ou 2 ans d'avance, qui se font dans la masse. Aujourd'hui, on en a 7 ou 8, et on a la moitié d'élèves sans problème, et les autres avec des problèmes différents. Donc ça a commencé de remonter il y a 2 ans, avec des élèves qui sont arrivés par dérogation, puisqu'on reçoit 10 à 15 élèves de 6e par dérogation, qui sont attirés, les familles sont attirées par le collège, et des élèves qui arrivaient du privé hors contrat, donc ils étaient signalés comme précoces, mais quasiment avec aucun dossier scolaire, puisqu'on n'avait pas pu faire de liaison. On travaille très très bien avec les écoles et dans la circonscription, mais pour cela, quasiment on n'a pas de dossier, et pas de retour d'expérience. Et ensuite, depuis 2 ans, 3 élèves qui sont arrivés dans l'établissement pour des changements d'établissement, où l'inspection académique m'a demandé de les prendre, car il devenait urgent de les changer d'établissement. Alors l'alerte, Mme Ramcourt, tout à l'heure, vous a expliqué comment elle avait initié l'alerte dès le mois de septembre sur le mal-être de Lisa. Et c'est vrai que le mal-être ici, nous, alors, ils sont encore l'air, assurer le bien-être des élèves, nous y sommes très 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 attachés, puisqu'on a des élèves et surtout des filles depuis plusieurs années, qui n'allaient pas bien dans l'établissement. Donc on s'est rencontrés, Mme Ramcourt a rencontré le professeur principal, et on a élaboré un petit peu une stratégie avec le professeur principal. Elle a informé ses collègues, et on a commencé à demander d'avoir davantage de bienveillance. Alors, tout ça dans un contexte un peu particulier, parce que la classe sont très nombreux, il y a 2 PPS, il y a 2 AVS dans la classe, et il y a des élèves aussi qui sont avec des troubles du comportement, qui viennent d'autres établissements, qui sont difficiles. Le point de vue des enseignants était très très rapidement un très très grand étonnement, puisque au regard de ce contexte particulier, Lisa n'avait aucun problème. Aucun problème, c'est une élève brillante, discrète, qui intervenait régulièrement. Donc on attachait, la focale était plutôt sur d'autres élèves dans la classe. Nous avons mis en place une équipe très très rapide, une équipe éducative qui s'est tenue le 4 novembre. Vous voyez, entre fin septembre, l'alerte de la famille, et le 4 novembre, la réunion, avec un très très grand nombre de partenaires qui étaient présents. Et la conclusion était que, sous l'autorité de l'enseignant, dans toutes les disciplines, il fallait faire confiance à l'élève. Et ça, ce qui a été remis dans le document. Maintenir sa stimulation pour éviter le décrochage, en allégeant, en évitant les exercices, surtout de systématisation. Donc la mise en place ensuite d'aménagements particuliers. Alors, quelles adaptations? Ça, c'était la première question aussi des enseignants. On a travaillé, il y avait un document qui est sur EduScol, sur scolariser les EIP de septembre 2013. Donc les enseignants en ont pris connaissance, pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais très vite, il fallait d'autres perspectives pour se repérer par rapport au foisonnement des questionnements et des adaptations dans ce document. Il fallait personnaliser. Donc ça rejoint ce qui est évoqué tout à l'heure. Quels aménagements et dans quels documents? Alors, la famille avait demandé un PPRE. Nous ne sommes pas dans la difficulté scolaire ici. Et puis, on a réfléchi avec le professeur principal. Alors, tout simplement, le tâtonnement s'est fait, on a regardé sur d'autres sites, dans d'autres académies, dans d'autres départements. Nous sommes partis ici sur un PAP. Alors, plan d'accompagnement personnalisé. Mais on a complètement occulté la partie médicale et on a simplifié le document pour le contractualiser
reprendre les éléments les plus importants sur les constats, sur les aménagements possibles à destination des enseignants. Donc ils ont été ici écrits. Hein, vous voyez, des choses toutes simples, hein, donner les devoirs en début d'heure pour permettre à Lisa de gérer son temps et de faire les exercices, proposer des défis, des challenges. Si le travail demandé est terminé, laisser Lisa écrire dans son carnet personnel. Lui proposer du travail sous forme d'exposé. Elle peut être sollicitée pour aider un camarade. Donc voilà, des choses simples, toujours sur l'autorité et à l'appréciation de l'enseignant. L'objectif, bien sûr, était de lutter contre le décrochage, surtout en début de sixième. Le document a été signé au mois de décembre avec la famille, mais c'est vrai qu'on a pu partager sur la pertinence du document très rapidement, parce que j'avais rencontré M. Delamarre à une réunion de bassin, et puis échanger. Donc, vous voyez, on rejoint la question dans un autre contexte tout à l'heure, hein, entre PPRE, PAP. Donc, nous sommes en attente du document officiel bientôt, mais ce qui n'empêche pas d'essayer d'écrire et de le faire soi-même hein, dans l'établissement. Alors, vers une généralisation du dispositif ou de la démarche. Alors, il y a des effets positifs hein, dans l'établissement. Alors, bien sûr, tout n'est pas appliqué tous les jours et systématiquement pour tous les élèves. C'est pour ça que je pensais plutôt aux généralisations ici de la démarche, hein, c'est-à-dire l'écoute, le repérage, les investigations qui sont partagées entre tous les partenaires et surtout sans exclure de pistes. Donc, et d'avoir une réflexion dans la construction du parcours. Par exemple, on a un élève là, de 4e qui est arrivé chez nous en tout début d'année, qui arrivait du privé, qu'on ne connaissait pas. Et puis, ce qui est remonté dans les bulletins et au conseil de classe, on a pu rapidement partager. En ce moment, on est en train de dialoguer avec la famille pour qu'il y ait justement éventuellement un dépistage, mais d'explorer vraiment toutes les pistes. Et ça, c'est un changement de perspective important. Hein, plutôt que de faire un constat au bout de 2 ans, négatif. Un bulletin ici que j'ai mis Bon, on ne voit rien. Donc, on ne voit rien. C'est un bulletin un élève qui a un an d'avance en 3e. C'est un élève qui nous est arrivé l'année dernière au mois de janvier. Il est arrivé donc en milieu de 4e. Il n'allait plus au collège. Il était frappé dans son collège. La famille a déposé plainte. Et comme il n'allait plus en cours, hein, on a pu discuter donc avec l'inspection académique et il est venu dans notre établissement. Donc il a donc des difficultés importantes, hein, un mal-être important. Donc on a pu démarrer et discuter. Et ça c'est son bulletin du premier trimestre. Donc il y a toujours un constat hein, qui est avec des difficultés, mais l'élève déjà va beaucoup mieux. Hein, il est présent au collège tous les jours, il a des camarades. Il rend des devoirs, il participe. Donc là, on est en train de travailler maintenant avec le professeur principal et la famille pour son orientation, parce qu'il est hors de question qu'il retourne dans le lycée de secteur. Hein, il faut travailler sur son parcours et sur son orientation, parce qu'il va retrouver les anciens camarades. Et là, c'est la rupture et l'échec annoncé. Alors, il faut être modeste. 3e chose, on a un élève hein, qui, depuis 3 ans, nous pose problème dans l'établissement. Les problèmes de comportement sont masqués par des problèmes personnels importants. Et là, on vient de découvrir qu'il était précoce, hein, il était diagnostiqué, et tout le monde était passé à travers. Malgré, hein, vous voyez, la vigilance qui est en train de se créer et de l'information qui est partagée. Donc ça, c'est pas une réussite, on va essayer de faire autre chose hein, avec lui, hein, mais c'est pour souligner que beaucoup de choses peuvent masquer, hein, comme c'était évoqué tout à l'heure. Là, typiquement, c'était un élève qui était suivi par une psychologue, un élève dans une famille d'accueil, donc toutes les difficultés étaient liées à son parcours personnel. Et c'est lors d'investigation qu'on a vu que là, c'était un enfant précoce. Alors, puisque nous sommes au début hein, de notre aventure, hein, cette nouvelle approche dans l'établissement. À la rentrée, nous avons désigné donc et partagé au conseil pédagogique et au conseil d'administration. Il y aura un professeur ressource hein, dans l'établissement. Des heures vont lui être attribuées, et ce qui permettra encore de faire l'interface entre tous les partenaires hein, pour continuer l'aventure.
Donc rapidement, pour conclure, changement de perspective donc, au sein de l'établissement, dans une déclinaison EIP du projet d'établissement, dans le volet ici besoin éducatif, élève à besoins éducatifs particuliers, sans moyens supplémentaires, mais ça a des effets aussi très positifs, ce dispositif, sur le climat scolaire. Voilà, je vous remercie. Je voulais simplement rajouter une chose. Lisa a pris comme option en 6e, il y a une option patrimoine et jardin, donc qui est faite en collaboration avec 3 enseignants, une enseignante donc de SVT, l'enseignante de français, une enseignante d'histoire-géographie, où ils travaillent donc sous forme d'exposé. Ils vont faire de nombreuses visites. Et donc là, j'entendais Lisa qui disait. Donc c'est bien parce que ce qui est bien, c'est que souvent ils proposent 2 sortes d'activités. Par exemple, on a un jardin dans le collège, soit on va aller désherber, soit on va planter des nouvelles choses, soit on va tondre, soit on va aller continuer à une autre activité. Donc voilà. Donc ils ne sont que 16, là ils vont aller au château de Chantilly et tous leurs travaux sont exposés lors de la journée portes ouvertes. Donc c'est vrai que voilà, ce travail dans cette option, c'est quelque chose qui est voilà, qui pour Lisa lui donne envie justement, lui donne envie d'aller au collège. Et une dernière petite chose, pendant toutes ces années de primaire, elle a eu régulièrement des migraines, des maux de tête. Je devais aller la chercher parfois 3 ou 4 fois dans le mois en urgence à l'école. Et cette année, miraculeusement, elle n'a pratiquement plus de maux de tête ni de migraines. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose voilà, d'important à dire.